Salim, pour continuer avec vous, quel est l'impact sur l'infrastructure du smart charging, parce que finalement, là, si on regarde un focus, on peut parler de la copropriété. Peut-être si on regarde la copropriété, mais pas que. Ça peut valoir aussi dans les bâtiments professionnels. Il y a une infrastructure, et puis ensuite il y a des bornes sur cette infrastructure. Donc j'imagine qu'on distingue les deux sujets. Effectivement, on a beaucoup parlé du système réseau électrique, du sujet du coût du kilowattheure et comment est-ce qu'on peut réduire la facture, le prix de la facture d'électricité pour une même quantité d'énergie récupérée. Mais d'un point de vue hyper local, physiquement, installer des bornes de recharge sur un parking d'entreprise ou un parking de copropriété, ça peut être un vrai défi technique, parce qu'amener de la puissance sur une place, ça nécessite de tirer des câbles qui peuvent être très gros, de devoir tirer ces câbles dans des tranchées qu'il faut du coup réaliser, donc il y a du génie civil à faire. Et donc derrière les sujets de puissance, il y a aussi un sujet de travaux et de comment est-ce qu'on alimente physiquement la borne de recharge sur un parking quel qu'il soit. Donc dans une maison et dans un garage privatif, puisqu'on parlait de cet exemple, c'est entre guillemets souvent plus simple. Mais quand on est sur un immeuble avec un parking extérieur, quand on est sur un parking d'un site industriel avec un très grand parking de plusieurs centaines de places, on peut être amené à faire face à des coûts exorbitants pour pouvoir apporter la puissance, le câble, jusqu'à la borne de recharge. Et donc derrière l'idée du smart charging, nous chez Mob Energy, on intègre aussi cette composante. On le verra tout à l'heure, mais on a développé une solution qui vise à limiter au maximum les travaux de génie civil, les travaux de génie électrique, et de faire en sorte qu'avec un seul câble, on puisse alimenter toute une station. Et donc essayer d'exploiter l'effet d'échelle qu'on peut avoir quand on est avec une station de plusieurs bornes, voire plusieurs dizaines de bornes. Voilà. Oui, donc pas surdimensionné, pas avoir des trop gros câbles, parce que on va pouvoir gérer ça autrement. Absolument. Guillaume disait tout à l'heure que aujourd'hui les bornes de recharge qu'on installe dans des appartements ne nécessitent pas forcément d'augmenter la puissance souscrite, c'est le chiffre qui a été partagé, mais il faut quand même avoir en tête que 7 kilowatts, donc c'est une recharge qu'on appelle normale. Certains considèrent qu'elle est très lente. En fait, c'est la puissance d'un appartement si tous les équipements sont allumés presque en même temps, quoi. C'est la puissance totale qu'un appartement en ville peut globalement utiliser au maximum. Donc, une borne de recharge qui n'est pas le superchargeur Tesla, c'est déjà un gros équipement électrique en termes d'électronique de puissance. Et donc, il y a un enjeu de réussir à gérer cette puissance intelligemment, en sachant que 7 kilowatts, ça permet de récupérer en 1 heure de charge 40 km d'autonomie. Grosso modo. On disait tout à l'heure qu'un trajet pendulaire moyen, selon l'étude d'Enedis, c'est 62 km par jour. Donc en 1 heure et demie, j'ai fait mon plein. Et donc, faut-il vraiment des bornes de 7 kilowatts pour tous les collaborateurs d'un parking d'entreprise sur chacune des places? La question se pose. Maintenant, Salim, on va regarder maintenant la partie stockage. Et donc, parce que on rajoute du stockage. On a vu qu'à des moments, dans des pointes de production de photovoltaïque, ce ne sera pas le cas aujourd'hui à Paris. Et du coup, mais quand il fait en été, il fait beau. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut stocker et comment on peut stocker et comment on met ça dans le smart charging? Oui. Ouais. Donc quelques mots sur notre entreprise. Donc bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc nous on est Mob Energy. Moi je m'appelle Salim. Je suis l'un des cofondateurs. On a lancé ce projet en 2018. Aujourd'hui on est une entreprise industrielle basée à Lyon, 60 personnes, et notre métier c'est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter des systèmes qui vont permettre de faciliter le déploiement de bornes de recharge, permettre à des bâtiments de mieux gérer leur puissance électrique. Donc je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, c'est des sujets absolument passionnants. Nous, on est assez spécialisé sur le segment entreprise. Donc, on n'a pas de projet en copropriété, pas encore en tout cas, même si il y a des défis qui sont très similaires. Donc nous, on vend et on installe des systèmes pour des clients qu'on voit par exemple sur la droite. Avant d'arriver sur nos solutions, je veux juste revenir un peu. Alors c'est un peu notre pitch commercial, si on peut aller sur la slide suivante, mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui les entreprises, premièrement, elles sont en train d'électrifier leur flotte parce qu'elles veulent le faire, mais elles sont aussi un peu poussées à le faire. Il y a une obligation d'électrifier sa flotte et il y a une obligation d'électrifier son parking parce que pour adopter le véhicule électrique, il faut des bornes de recharge.
Donc, il y a une loi qui impose un certain quota de places à équiper et il s'avère que pas mal d'entreprises n'ont pas atteint leurs objectifs. Et ça, c'est lié, à nos yeux, selon notre analyse, depuis ces années qu'on travaille sur ce sujet, c'est lié à des vrais défis techniques qui font que installer une borne de recharge, ça bouleverse le bâtiment. En fait, c'est très cher, ça prend beaucoup de temps. C'est parfois, on en parlait tout à l'heure, plein d'acteurs qui vont essayer d'apporter des briques de solutions. Et donc, il y a des entreprises qu'on rencontre tous les jours qui nous disent ma flotte arrive dans quelques semaines, quelques mois, j'ai pas encore de borne et je viens de me rendre compte que en fait, installer des bornes de manière traditionnelle, ça va demander 1 an. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des travaux très lourds à faire. J'ai des tranchées, on en parlait tout à l'heure, sur des dizaines, voire des centaines de mètres. Je dois repenser l'architecture électrique de mon bâtiment, rajouter des armoires électriques, redispatcher de la puissance à certains endroits. Et puis les parkings, c'est pas souvent l'endroit qu'on équipe on passe pas sa vie sur un parking d'entreprise, donc c'est pas l'endroit qui a été optimisé pour avoir des arrivées électriques à tous les coins du parking. Parfois, on a des enjeux de puissance, on en a parlé beaucoup, donc le bâtiment doit augmenter sa puissance souscrite, voire même demander à Enedis d'augmenter cette puissance. Et là, on peut aller sur des délais importants, même si Enedis est de manière générale le réseau électrique français est l'un des meilleurs au monde. Ça reste des temps qui peuvent être très longs. On parlait tout à l'heure de 500 millions d'euros à investir chaque année jusqu'à 2035, c'est ça. Donc, c'est des investissements qui sont colossaux. Et puis, il y a un dernier enjeu pour mais c'est vrai pour les particuliers, je pense, c'est que on a beaucoup d'entreprises qui se posent plein de questions sur le véhicule électrique, qui ne savent pas comment la flotte va prendre, comment les usages vont prendre. Parfois, des entreprises envisagent de déménager. Et donc, on se dit, est-ce que je vais vraiment investir dans ce projet qui peut coûter des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, alors que dans 2-3 ans, je vais peut-être partir. Et puis, il y a des situations aussi entre le locataire et le bailleur, donc des situations très compliquées. Et encore une fois, je le redis, la borne de recharge, ce petit sujet de la prise qu'on veut mettre sur le parking, en fait, ça bouleverse le bâtiment pour les raisons techniques et les raisons financières qu'on a évoquées. Pour donner un chiffre, une borne de recharge, je connais pas vos tarifs, mais on va probablement bosser ensemble. Donc, je les apprendrai à un moment donné. Une borne de recharge, on va dire que ça coûte, une borne de recharge normale, pas un superchargeur, on va dire que ça coûte 1000, 1500, 2000 euros. Ok, dépendamment de ce qu'on y met, de la qualité du produit, etc. Pour l'installer sur un parking d'entreprise extérieure, on va rajouter 2000 euros, parfois 3000, parfois 5000, parfois 10 000 euros pour ce point de charge. C'est les travaux de VRD, des choses comme ça. C'est les travaux, et c'est ça qui est aussi hyper compliqué quand on parle d'incertitude, c'est que vous êtes une entreprise, vous avez 10 sites industriels ou 10 sites en France, chaque site va avoir son lot de complexité, et le prix est hyper difficile à dupliquer. Donc pour un site, ça va être du 4 000 euros, 5 000 euros, coût complet pour le point de charge. Parfois, ça va être du 10 000, du 15 000 euros, parce qu'il y a énormément de travaux à réaliser, etc., etc. Donc, notre équipe, depuis 2018, s'est posé des questions sur comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation des arrivées électriques qui sont déjà en place. Comment est-ce qu'on fait pour, avec un câble, faire le plus gros travail énergétique possible au cours de la journée. Et donc, on va refaire des calculs malheureusement, mais la logique de notre système, c'est de dire, si j'ai 10 kilowatts avec une prise, 10 kilowatts normalement, grosso modo, c'est une seule borne. Si cette prise de 10 kilowatts, j'arrive à la faire fonctionner tout au long de la journée, de 8h à 18h, j'ai 10 heures de présence de voiture, et ben ça me donne potentiellement 100 kWh, 10 kW fois 10 heures, 100 kWh. Alors il y a des rendements énergétiques, etc. Mais on va dire 100 kWh d'énergie que je peux donner à des voitures. Et 100 kWh d'énergie, c'est par exemple 10 voitures qui ont chacune récupéré les 60 km dont on parlait tout à l'heure. Donc autrement dit, la puissance qu'on utilise pour une borne pourrait en réalité suffire à recharger 10 voitures, à faire fonctionner 10 bornes de recharge pour recharger chaque jour une voiture tous les jours. Mais il y a un enjeu technique. Comment est-ce que je fais pour prendre ce câble et puis le partager sur les différentes bornes? Donc, on a inventé ce système qui s'appelle donc Eiko, E-I-K-O. C'est un prénom japonais féminin parce que Eiko a une solution frère qui s'appelle Charles, le robot chargeur qu'on a développé pendant 4 ans. On pourra peut-être en reparler dans les solutions sophistiquées. Mais donc, Eiko, en japonais, c'est-à-dire prospérité. C'est l'idée de démarrer tout de suite, très facilement, un premier projet d'installation de borne et de faire grandir cette station au fur et à mesure de l'électrification de la flotte.
Donc, le système est composé d'abord de ce qu'on voit sur le parking le long du trottoir. C'est un système d'un seul câble, donc c'est un câble qu'on appelle l'Ecolink. Ce câble va alimenter 5, 10, 15, 20, 30, parfois 35 points de charge. C'est un seul câble unique. Il est fixé sur le parking. On n'a pas besoin de l'enterrer dans une tranchée. Donc l'enjeu, et ce qu'on a dû développer, c'est supporter le poids d'un véhicule, si un véhicule roule dessus. C'est pouvoir être compatible avec les normes en vigueur en termes de sécurité, de gestion des intempéries. Mais donc c'est un système qui se fixe en quelques heures. On a toute une station qui apparaît sur un parking. Pas eu besoin de casser le bitume et de recouler de l'enrobé. Et je fais une petite parenthèse là-dessus, mais on parle de mobilité durable, de mobilité électrique et décarbonée, mais un chantier de VRD, un chantier de travaux de génie civil, ça a un impact environnemental très fort. On a fait une étude avec un cabinet spécialisé qui a quantifié les émissions que ça génère d'avoir une pelleteuse qui va casser l'enrobé, casser le bitume et venir recouler à nouveau ces éléments-là. Et donc, il y a aussi cette vertu dans cette approche hors sol. Et donc, on va limiter les coûts, limiter on va dire le bilan carbone de l'opération. Et on va disposer d'un câble qui alimente des points de charge. Alors nous, on n'est pas fabricant de points de charge. C'est pour ça que je disais qu'on pourra bosser ensemble demain. On n'est pas encore partenaire, mais j'espère qu'on le deviendra. Nous, on n'est pas fournisseur de bornes. C'est pas notre métier. Il y a des superbes concepteurs et fabricants de bornes de recharge. Nous, on est, entre guillemets, une solution de déploiement. OK ? Et donc, on a cet Ecolink qui est fixé au sol et qui alimente 10, 15, 20, 30 points de charge. Le problème, c'est que toute notre solution est basée sur l'idée qu'on va se brancher sur le réseau avec un seul câble de faible puissance. Et on va chercher à faire travailler cette puissance tout au long de la journée. Et pour ça, il faut savoir à quel moment les voitures arrivent, combien de temps est-ce qu'elles vont rester et combien d'énergie est-ce qu'elles veulent récupérer. Et donc, on a une interface sur le cube Eco, une interface tactile qui permet de faire quelque chose d'un peu surprenant dans l'univers de la recharge. On va dire au système combien d'énergie on veut récupérer. Donc, je suis collaborateur, je me suis garé, je vais marcher un peu comme vers un horodateur, sauf que là, c'est un écran tactile. Je peux m'authentifier, soit avec mon badge d'entreprise, soit avec mon badge de mobilité, les cartes Total Energies, etc. Donc, mon badge d'interopérabilité. On peut avoir un mode visiteur. On a un système équipé chez un supermarché Leclerc. On peut accueillir des gens qui n'ont aucun badge. Et puis là, le système va me dire combien de temps restez-vous. Je vais rester 2 heures, 4 heures, 8 heures, 5 heures. Je peux me tromper, mais je vais renseigner le temps que je pense avoir devant moi sur ce parking. OK ? Vous voulez récupérer combien de kilomètres ? On essaie aussi de rajouter une approche différente quand on pense à son énergie. On veut parler en kilomètres, c'est un peu plus parlant. On veut plus parler de puissance. Le sujet des kilowatts, c'est un sujet qu'on trouve pas adapté à la notion de tous les jours et des oui, parce qu'il y a le kilowatt, les kilowattheures. Bon, si on embrouille tout le monde. Il y a la puissance, l'énergie, donc tout le monde se mélange dans ces notions-là. Absolument. Ouais. Et le problème, et tout à l'heure on le disait, les entreprises veulent mettre des bornes de 50 kilowatts. Il y a les superchargeurs Tesla, des produits incroyables, 200, 300 kilowatts. On arrive sur des mégawatts maintenant de puissance pour notamment les poids lourds. Mais il faut se rappeler d'un truc, c'est que vous avez beau mettre une borne de 22 kilowatts, il faut que le véhicule soit compatible. Et on parlait des hybrides rechargeables, elles ne sont souvent pas compatibles avec de la recharge à 22 kilowatts. Et il faut que le câble puisse permettre de la recharge à ce niveau de puissance. Donc si vous affichez en énorme, cette borne, elle fait du 22 kilowatts, mais que l'usager a un véhicule qui n'est pas compatible et un câble qui n'est pas compatible, en fait, cette notion de 22 kilowatts, elle devient hyper complexe. Rajoutez à ça le smart charging qu'on vient de discuter pendant 1 heure, c'est-à-dire des solutions qui vont avoir un effet sur la puissance qui est vraiment donnée au point de charge, les gens sont perdus. J'arrive, je pense que je vais avoir du 22, et au final, j'ai même pas de démarrage de la recharge parce qu'on est en train de me délester, on est en train d'attendre pour justement qu'un véhicule soit fini plus tôt. Et au bout d'un moment, on me donne peut-être 3 kilowatts. Bref, je comprends plus ce qui se passe. Est-ce que mon véhicule bug? Est-ce que j'aurai bien mon énergie souhaitée, etc., etc. Donc là, l'idée qu'on propose, c'est que les usagers puissent commander une dose d'énergie. On est dans une idéologie aussi du biberonnage, qui est un peu la philosophie du véhicule électrique. Se récupérer une dose d'énergie quotidienne ou tous les 2 jours à faible puissance pour couvrir les 90% de mes trajets, etc. Et donc, vous avez un système qui, avec un câble sans travaux, va chercher à optimiser une faible arrivée électrique en se basant sur un calendrier dans lequel on a mis des
personne. On les a priorisés. Et lorsqu'un usager arrive et nous dit « je veux partir dans 1 heure et je veux récupérer 200 km » alors qu'il y a déjà toute une flotte en train de se recharger, et donc le système, en gros, ne peut pas traiter cette commande, on va lui proposer des alternatives. Désolé, monsieur le client, quand en plus on est badgé avec un badge d'entreprise, il y a écrit le prénom, donc Salim, je suis navré, je pourrais pas vous redonner vos 200 km en 1 heure, c'est même d'ailleurs physiquement la borne ne sera pas capable, mais il y a trop de voitures, je vous propose soit de rester 1 heure de plus et de récupérer les 200 km ou 2 heures de plus, soit de partir dans la deadline que m'avait renseigné dans 1 heure, mais je pourrais vous donner que 50. Est-ce que vous acceptez, oui ou non? L'usager peut sélectionner et à la fin, il a un récap où il y a écrit, vous allez récupérer de 60 km. Alors, nous, on s'engage sur des kilowattheures, mais on essaie de parler en kilomètres au maximum, mais il y a écrit, vous allez récupérer 10 kilowattheures, ce qui donnerait 60 km, par exemple, avec un tel rendement. La deadline, elle est prévue pour tant, ça coûte tant. Il y a aussi un sujet de monétisation. On parlait du coût de l'électricité, mais les systèmes de recharge ont aussi un modèle économique. Et donc, si un client, par exemple un supermarché Leclerc, achète un système éco, il peut pricer avec différents paramètres le service de recharge. Et donc, l'usager voit le prix s'afficher. Il a même pas encore mis sa carte bancaire. Il voit le prix s'afficher. Il peut valider, payer, recevoir sa facture plus tard par SMS, mail ou sur son application mobile. Donc là, c'est la première partie de l'histoire de Eco. L'idée, c'est de rendre très pratique, rapide, économique l'installation de stations de charge évolutives sur des parkings, notamment d'entreprises. C'est vrai que le cube est un peu gros pour juste faire une prise de commande avec écran tactile. Donc, à l'intérieur de ce cube, il y a une autre partie de l'histoire qui est passionnante, qui est le stockage d'énergie. En fait, nous, notre conviction, c'est peut-être de la croyance, mais les chiffres, les tendances commencent à aller dans ce sens-là, c'est que tous les bâtiments demain auront du stockage d'énergie, d'une certaine manière. Tous les bâtiments seront équipés d'une petite unité de stockage d'énergie. Et en fait, le problème technique, les défis techniques que pose la borne de recharge en entreprise invitent à y mettre du stockage pour notamment répondre à des enjeux de puissance. Je m'explique. Vous avez une entreprise qui n'a que 10 kW pour installer Eco. Super, 10 kW, ça me donne 100 kWh pendant 10 heures, je vais recharger 10 voitures, c'est super. Mais j'ai besoin de recharger plus de véhicules, j'ai besoin de donner plus d'énergie. Un de nos clients, c'est DHL par exemple, qui fait des recharges très profondes, c'est-à-dire qu'ils font des pleins sur des véhicules utilitaires électriques. Comment je fais ? Première option, j'augmente toute la puissance de mon bâtiment et c'est les problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Deuxième option, je mets des batteries dans le système Eco. Et donc, lorsque les voitures de DHL partent à 8 heures du matin en tournée, et j'ai toujours ma petite prise de 10 kW qui est là, eh bien, je vais l'utiliser, je vais recharger tout doucement l'entièreté de mes packs batteries. Et cette énergie qui a été accumulée, on va l'utiliser au retour des voitures et on a maintenant 2 sources d'énergie. On a le réseau du bâtiment, faible puissance, qu'on utilise avec le calendrier, mais j'ai aussi ce stock d'énergie que je peux délivrer, que je peux décharger rapidement pour augmenter toute la puissance de la station. Et donc là, on peut passer d'une station qui était branchée à 10 kW et du coup ne donnait que 10 kW au total sur l'entièreté du système à une station qui peut délivrer 60 kW qui vont être répartis, donc 6 fois plus, qui vont être répartis sur les différents points de charge. Aujourd'hui, un de nos sujets qui est en train de se faire cette année, c'est de passer sur des puissances bien plus importantes, réussir à créer des ratios encore plus gros. Je branche un système à 10 kW et j'arrive à délivrer 100, 150, peut-être 200 kW de puissance. Mais là, il faut plus se stocker, alors j'imagine. Il faut rajouter du stockage d'énergie. Ouais. Alors ça peut, effectivement, si j'ai une toute petite batterie et que je l'utilise très violemment en déchargeant beaucoup d'énergie rapidement, donc la puissance de décharge, ça la fatigue, ça l'use, ça peut être complexe. Mais donc, le système Eco peut augmenter ses capacités de recharge, peut doubler, tripler sa puissance et son service de recharge grâce à du stockage d'énergie. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, mais il y a des tarifs Earth plein sur le bâtiment, il y a des panneaux solaires qui vont être installés sur le bâtiment ou sont peut-être déjà installés. Ces panneaux solaires n'ont pas un taux d'autoconsommation de 100%, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui soit est revendue sur le réseau, soit est gaspillée. On déconnecte les panneaux pour éviter d'envoyer de l'énergie qui peut aller nulle part. Eh bien, on va utiliser les batteries pour, en plus, se recharger à ces moments stratégiques. C'est quelque chose qui est un peu plus simple à faire
que le véhicule, sa batterie et le véhicule to grid, le V2G. Parce que le véhicule to grid, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà la crainte de il faut que j'ai l'énergie pour ma mobilité. Je suis OK de mettre à disposition ma batterie, mais il faut pas que ça m'empêche de faire mon trajet, en sachant que la recharge et l'autonomie sont parmi les freins importants du véhicule électrique. Mais surtout, le véhicule, il bouge, il part. Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Là, on a une batterie qui est dédiée au bâtiment, qui est dédiée au service de recharge et qu'on peut piloter beaucoup plus facilement. Et donc, progressivement, la station Eco n'est plus juste une station de recharge qui arrive avec peu de puissance à essayer de faire le meilleur service possible. On arrive sur une vraie plateforme énergétique qui va proposer des services au bâtiment, stocker de l'énergie produite en trop par des panneaux solaires, réinjecter de l'énergie dans le bâtiment lorsqu'il atteint des pics de puissance. On n'en a pas parlé, mais c'est très difficile pour une entreprise d'être disjonctée du réseau si la puissance est dépassée. Ça peut arrêter des machines, ça peut arrêter de l'activité. Donc, Enedis autorise des bâtiments à dépasser la puissance qu'ils ont annoncée sans couper le jus. Et ça génère des pénalités. Et donc, si on utilise la batterie de Eco pour réinjecter à ces moments-là de l'électricité dans le bâtiment, eh ben ça abaisse la puissance qui est appelée sur le réseau d'Enedis, et donc on évite de payer ces pénalités-là. Il y a des obligations là sur les ombrières, hein, d'ailleurs, juste pour les rappeler, vous les connaissez, les obligations sur les surfaces non, c'est vous les aviez Alors, il y a la réglementation APER qui impose d'équiper pour des parkings de plus de 80 places, 1500 mètres carrés, je crois, d'équiper la moitié du foncier avec des ombrières solaires, hein, 2/3. Un tiers. Voilà, on a des spécialistes. Bon, à peu près un tiers Et donc là, en plus, il y a eu des actualités puisque le sujet, ça a été de rajouter maintenant une composante arbre, de végétaliser. Végétaliser, exactement. Ouais, donc c'est donc ok. Donc j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais donc effectivement, les entreprises ont, de manière générale, des forces motrices réglementaires qui les poussent à installer des panneaux solaires sur leur toiture ou leur parking. Il y avait une dernière diapo là, mais c'était le résumé de ce que vous aviez dit à l'oral, c'est ça Effectivement, c'est simplement de rappeler quelques installations sur la droite. S'il faut résumer, Eco, c'est une solution qui vise l'efficacité, qui vise à rendre plus facile d'accès des stations de charge pour des entreprises qui doivent électrifier, veulent électrifier, mais veulent le faire le plus efficacement possible. L'idée de l'évolutivité est très importante. On n'est pas fabricant de bornes de recharge. On pourrait théoriquement mettre un peu n'importe quelle borne de recharge sur l'Ecolink. Il faut par contre que la borne réponde à des protocoles OCPP bien encodés. Il faut que la borne puisse être compatible avec quelques petites particularités hardware du système. Et puis, Eco, c'est l'idée de profiter du sujet de la recharge pour passer dans l'univers du stockage d'énergie et apporter des services au bâtiment, des services même au réseau. On a parlé de flexibilité, d'effacement, on a parlé de service système. Donc, c'est l'idée d'aider le réseau électrique national à rester équilibré et à rester en bonne santé. Et les batteries qui sont installées, demain, on travaille dessus aujourd'hui avec des partenaires qui sont en intermédiation avec RTE. L'idée, c'est d'utiliser la batterie pour aider le réseau électrique à se stabiliser et ça génère du revenu. Et donc, ça permet aussi d'améliorer la rentabilité de la station de charge. Je sais qu'il y avait dans certains stockages d'énergie dans les bâtiments, c'était des anciennes batteries de voitures. Ou est-ce que c'est le cas? C'est des récupérations d'anciennes batteries Absolument. Donc nous, depuis 2018, il y a 2 sujets qui nous passionnent et qui nous animent. Le premier, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre la recharge faisable à grande échelle. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour prolonger la durée de vie des batteries, puisque en 2016, on a compris que en fait les batteries automobiles arrivaient en fin de vie de manière prématurée, à nos yeux en tout cas, soit parce que elles ont des petits accidents et elles sont sorties des voitures mais elles sont encore fonctionnelles, soit parce que elles ont une dégradation, une diminution de leur autonomie. Mais donc diminution d'autonomie ne veut pas dire mort de la batterie. On peut encore l'utiliser pour faire autre chose. Et donc depuis 2018, c'est plusieurs marques qu'on a réaffectées. Donc le terme technique, c'est la réaffectation de batteries. Elles étaient destinées à un usage automobile. On les a sorties de cet usage pour les mettre dans un nouvel usage qui est donc le stockage stationnaire couplé à de la recharge.
Et donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Mercedes-Benz au niveau européen et on récupère des modules. Donc c'est là dans une batterie de voiture électrique qui est logée dans le châssis. Le module, c'est le niveau 2 de l'architecture. L'assemblage des modules donne la grosse batterie. Et dans le module, il y a des piles qui sont assemblées entre elles. Donc nous, on récupère des modules dans notre usine à Lyon. Et on va chercher à les qualifier, voir si elles sont encore utilisables, pour ensuite les remettre dans une nouvelle enveloppe qui intègre ensuite le Cube Eco.